Et si Napoléon avait gagné à Waterloo? Pendant 3 siècles, la France a été à un pas de dominer le monde. Avec le Roi Soleil, elle a régné sur l'Europe. Avec Napoléon, elle a conquis un continent. Son empire colonial s'est étendu sur 5 continents. Pendant la guerre froide, elle a défié les superpuissances avec ses propres armes nucléaires. Voici l'histoire d'ambitions colossales et d'occasions manquées. D'une nation qui, incapable de conquérir le monde par la force, l'a fait à travers ses idées. Pourquoi cette nation brillante et innovante ne s'est-elle jamais convertie en puissance dominante globale? Et que nous révèle sa trajectoire sur les limites de la grandeur nationale? Que se serait-il passé si la France avait gagné à Waterloo? À quoi ressemblerait le monde aujourd'hui si le tricolore français flottait de Londres à Moscou? Cette question n'est pas un caprice de l'histoire alternative, mais une réflexion sur l'un des presque les plus fascinants de l'humanité. La France, cette nation qui nous a offert la Tour Eiffel et la révolution qui a changé le monde, a été sur le point de devenir la superpuissance dominante de la planète à de multiples reprises. Son histoire est pleine de moments où le destin du monde ne tenait qu'à un fil français. Pendant des siècles, la France n'était pas simplement un autre pays européen. Elle était le cœur culturel de l'Occident, la maison des philosophes les plus brillants et le foyer de rois qui se considéraient choisis par Dieu pour gouverner non seulement la France, mais le monde entier. Depuis les salons dorés de Versailles jusqu'aux champs de bataille d'Europe, les Français ont construit un empire qui rivalisait avec n'importe quelle puissance de leur époque. Leurs idées révolutionnaires de liberté, d'égalité et de fraternité n'ont pas seulement transformé la France, mais ont envoyé des ondes de choc à travers tout le monde civilisé. Le rêve français de suprématie globale n'était pas une fantaisie insensée. Au XVIIe siècle, sous le règne du Roi Soleil, la France était la nation la plus puissante d'Europe. Au XVIIIe siècle et au début du XIXe, Napoléon Bonaparte a conquis la majeure partie du continent européen et établi un empire qui s'étendait de l'Espagne à la Pologne. Plus tard, la France a construit le deuxième empire colonial le plus grand de l'histoire, rivalisant avec le britannique en extension et en influence. À chacun de ces moments, la France ne rêvait pas seulement d'être une superpuissance, elle l'était réellement à bien des égards. Mais l'histoire, comme nous le savons, est pleine de tournants inattendus. Les rivalités avec l'Angleterre, les coalitions européennes, les défaites militaires décisives et les changements géopolitiques mondiaux ont conspiré pour maintenir la France comme une grande puissance plutôt que la superpuissance. Cependant, chaque fois que la France semblait être au bord de l'effondrement, elle ressuscitait comme le phénix, se réinventant et trouvant de nouvelles façons de projeter son influence globale. Voici l'histoire de ces moments de gloire, des occasions manquées et de la façon dont la France a façonné le monde, tant dans la victoire que dans la défaite. La question qui nous accompagnera dans ce voyage n'est pas de savoir si la France a été importante dans l'histoire mondiale. Cela est indiscutable. La question est: pourquoi une nation avec tant de talent, d'ambition et d'opportunités n'a-t-elle jamais réussi à devenir la superpuissance définitive? Et peut-être plus importante encore, quelles leçons nous enseigne l'expérience française sur le pouvoir, l'ambition et les limites de la grandeur nationale? Préparez-vous pour un voyage à travers 3 siècles de rêves impériaux, de victoires glorieuses et de défaites qui ont changé le cours de l'histoire. Imaginez un moment, l'année 1682. Au cœur de l'Europe, un jeune roi d'à peine 44 ans décide de construire le palais le plus spectaculaire que le monde ait jamais vu. Il ne s'agit pas seulement d'une résidence royale, c'est une déclaration d'intention qui résonnera dans toute l'Europe. Je suis Louis XIV, le roi Soleil, et la France est le centre de l'univers. Versailles n'était pas simplement un palais, c'était une machine de propagande qui démontrait au monde entier que la France avait atteint un niveau de pouvoir, de richesse et de sophistication qu'aucune autre nation ne pouvait égaler. Louis XIV,
qui gouverna la France pendant 72 ans, 1643 à 1715, transforma son pays d'une nation féodale fragmentée en puissance dominante de l'Europe. Son règne coïncida avec ce que les historiens appellent l'hégémonie française, une période où la France n'était pas seulement la nation la plus peuplée d'Europe occidentale, mais aussi la plus riche, la plus puissante militairement et crucialement la plus influente culturellement. Le français devint la langue de la diplomatie internationale. Les cours européennes imitaient les modes de Versailles et les intellectuels de toute l'Europe regardaient vers Paris en quête d'inspiration. La stratégie de Louis XIV pour atteindre la suprématie européenne se basait sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, la centralisation absolue du pouvoir. Il élimina systématiquement la noblesse féodale comme force politique indépendante, concentrant tout le pouvoir entre ses mains et créant un État moderne et efficace. Deuxièmement, l'expansion territoriale systématique. Il mena de multiples guerres pour étendre les frontières françaises vers l'Est et le Nord, conquérant des territoires, incluant des parties des actuelles Belgique, Luxembourg et zones de l'ouest de l'Allemagne. Troisièmement, la projection du pouvoir culturel. Il convertit la France en phare de la civilisation européenne, attirant les meilleurs artistes, écrivains et penseurs de l'époque. Les guerres de Louis XIV n'étaient pas de simples conflits territoriaux. Elles étaient des campagnes calculées pour établir l'hégémonie française en Europe. La guerre de Hollande, 1672-1678, démontra que la France pouvait défier avec succès une coalition européenne. La guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688-1697, opposa la France à une alliance incluant l'Angleterre, la Hollande, l'Autriche et l'Espagne, et bien que la France n'ait pas obtenu une victoire totale, elle démontra qu'elle pouvait résister à l'Europe entière. La guerre de succession d'Espagne, 1701-1714, fut peut-être la plus ambitieuse. Louis XIV cherchait à placer son petit-fils sur le trône espagnol, ce qui aurait créé un super-État franco-espagnol qui aurait dominé l'Europe et une grande partie du monde colonial. Cependant, ce fut précisément cette ambition qui planta les graines des futurs problèmes français. Les guerres constantes épuisèrent les finances de l'État, créant une crise fiscale qui contribuerait éventuellement à la Révolution française. Plus important encore, les ambitions hégémoniques de Louis XIV créèrent une dynamique qui définirait la politique européenne pendant les 2 siècles suivants. Chaque fois que la France semblait être au bord de dominer l'Europe, se formait automatiquement une coalition internationale pour la contrer. Cette logique de l'équilibre des pouvoirs deviendrait le principal obstacle aux ambitions de suprématie globale française, un schéma qui se répéterait encore et encore dans les siècles postérieurs. Le 14 juillet 1789, une foule en colère prit d'assaut la Bastille à Paris. Aucun de ces révolutionnaires n'aurait pu imaginer que leur acte de défi ne changerait pas seulement la France pour toujours, mais déclencherait des forces qui mèneraient un Corse de petite taille à conquérir la majeure partie de l'Europe. La Révolution française ne fut pas seulement un événement politique, ce fut un tremblement de terre idéologique qui ébranla les fondements de l'ordre mondial existant. Les idées de liberté, d'égalité et de fraternité ne restèrent pas dans les frontières françaises. Elles s'étendirent comme un incendie à travers toute l'Europe, inspirant des révolutions, terrorisant les monarchies et créant les conditions pour l'émergence du génie militaire le plus extraordinaire de l'histoire moderne. La Révolution transforma la France de manière radicale, mais la mit aussi sur une trajectoire de collision avec le reste de l'Europe. Les monarchies européennes virent dans l'exécution de Louis XVI en 1793 une menace existentielle à leur propre pouvoir. La France révolutionnaire ne prêchait pas seulement des idées dangereuses sur la souveraineté populaire et les droits humains, mais était aussi disposée à exporter ses idées par la force des armes. Les guerres révolutionnaires françaises, 1792-1802, ne furent pas de simples conflits territoriaux, mais des chocs idéologiques entre l'ancien régime et le monde moderne qui naissait. Au milieu de ce chaos apparut Napoléon Bonaparte,
Un jeune général qui combinait le génie militaire avec une ambition illimitée et une compréhension intuitive de la politique de masse. Son coup d'État du 18 Brumaire 1799 ne mit pas seulement fin à la République française, mais marqua le début de l'ère la plus extraordinaire de l'histoire de France. En 15 ans, Napoléon transforma la France d'une république révolutionnaire en cœur d'un empire qui s'étendait de l'Espagne à la Pologne, de l'Italie aux confins de la Russie. Ses victoires à Austerlitz, 1805, Iéna, 1806 et Wagram, 1809, ne défirent pas seulement les meilleures armées d'Europe, mais redessinèrent complètement la carte du continent. Le système napoléonien représenta le moment où la France fut le plus proche de devenir une véritable superpuissance globale. Le premier empire français n'était pas simplement une collection de territoires conquis. C'était un projet civilisateur qui combinait l'efficacité administrative française avec les idées universelles de la Révolution. Le Code Napoléon devint la base du système légal de dizaines de pays. Le système métrique décimal, les réformes éducatives, la séparation de l'Église et de l'État et la méritocratie administrative s'étendirent à travers toute l'Europe. Napoléon ne conquérait pas seulement des territoires, il transformait des sociétés entières, les modernisant et les préparant pour le monde du XIXe siècle. Mais l'ambition napoléonienne contenait en elle-même les graines de sa propre destruction. L'invasion de la Russie en 1812 fut le moment décisif. Des 600 000 hommes qui traversèrent le fleuve Niémen, seulement environ 30 000 revinrent en état de combattre. Cette catastrophe militaire brisa le charme de l'invincibilité napoléonienne et galvanisa l'Europe entière contre la France. Waterloo, 1815, ne fut pas seulement une bataille, ce fut la fin d'un rêve. Napoléon, dans son exil à Sainte-Hélène, réfléchit amèrement. « J'ai voulu donner à l'Europe une seule nationalité, un seul gouvernement, un seul code de loi. » Son échec ne fut pas dû à un manque de vision ou de capacité, mais à la résistance fondamentale de l'Europe à être dominée par une seule puissance, peu importe combien elle était brillante ou bien intentionnée. L'ère napoléonienne démontra à la fois le potentiel et les limites du pouvoir français. La France avait démontré qu'elle pouvait conquérir l'Europe, réorganiser des sociétés entières et créer un ordre international complètement nouveau. Mais elle avait aussi démontré qu'il existe une différence cruciale entre conquérir et gouverner, entre le pouvoir militaire et la légitimité politique. Les idées françaises survivraient à Napoléon et s'étendraient à travers le monde. Mais le rêve d'hégémonie politique française mourrait dans les champs de Waterloo, laissant la France comme une grande puissance, mais jamais plus comme la superpuissance dominante qu'elle avait failli être. Après Waterloo, beaucoup pensèrent que le rêve français de grandeur était mort à jamais. Ils se trompaient. Tandis que l'Europe se réorganisait sous le nouvel équilibre des pouvoirs établis par le Congrès de Vienne, la France commença silencieusement à tisser un nouveau réseau de pouvoir qui s'étendrait à travers tout le globe. Si elle ne pouvait dominer l'Europe, elle dominerait le monde. Dans les décennies suivant la chute de Napoléon, la France se lança dans la construction du deuxième empire colonial, le plus grand de l'histoire. Un projet qui, une fois de plus, la mettrait au bord de devenir une superpuissance globale. L'impulsion coloniale française n'était pas simplement une quête de territoire lointain. C'était une stratégie calculée pour restaurer la grandeur française et concurrencer le pouvoir britannique croissant. La conquête de l'Algérie en 1830 marqua le début de cette nouvelle phase. Ce qui commença comme une expédition punitive contre les corsaires barbaresques se transforma en une occupation permanente qui durerait 132 ans. L'Algérie devint le laboratoire où la France développerait ses méthodes coloniales, assimilation culturelle, exploitation économique systématique et contrôle politique direct. Le modèle algérien serait par la suite répliqué sur 3 continents. Durant le XIXe siècle, le tricolore français fut planté sur des territoires s'étendant des jungles d'Afrique occidentale aux montagnes d'Indochine. En Afrique, la France créa un empire qui s'étendait du Maroc au Tchad.
incluant ce qui sont aujourd'hui des pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger et la République centrafricaine. En Asie, elle conquit l'Indochine, Vietnam, Laos et Cambodge, établissant un contrôle qui durerait jusqu'aux années 1950. Dans le Pacifique, elle ajouta la Nouvelle-Calédonie, Tahiti et d'autres îles. Même en Amérique, elle maintint sa présence en Guyane française et aux Antilles. L'empire colonial français n'était pas seulement une collection de territoires, c'était un système économique intégré qui transforma la France en puissance globale. Les colonies fournissaient des matières premières essentielles, caoutchouc d'Indochine, phosphate du Maroc, coton d'Afrique occidentale et produits tropicaux des Antilles. En échange, la France exportait des produits manufacturés, créant un cycle économique qui renforçait l'industrie métropolitaine. En 1914, le commerce colonial représentait 12% du commerce extérieur français, un chiffre qui sous-estime son importance stratégique réelle. Les colonies fournissaient aussi des soldats. Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 600 000 coloniaux combattirent pour la France. Cependant, l'empire colonial contenait aussi les graines de sa propre destruction. Le modèle français d'assimilation culturelle, qui cherchait à convertir les colonisés en Français noirs ou Français jaunes, créa paradoxalement les élites éduquées qui dirigeraient éventuellement les mouvements indépendantistes. Ho Chi Minh étudia à Paris avant de diriger la résistance vietnamienne. Beaucoup de dirigeants africains furent éduqués dans les universités françaises, où ils apprirent tant les idéaux de liberté et d'égalité que les techniques d'organisation politique. L'Empire, qui devait faire de la France une superpuissance, devint éventuellement la source de certains de ses plus grands maux de tête du XXe siècle. Le 3 août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique et avec cette action, la France se vit entraînée dans ce que ses dirigeants croyaient être une guerre courte et glorieuse. 4 ans plus tard, la France avait gagné, mais à un prix qui changerait à jamais sa position dans le monde. La Première Guerre mondiale fut à la fois une victoire et une catastrophe pour la France. Oui, elle avait vaincu son ennemi héréditaire et récupéré l'Alsace-Lorraine, mais le coup avait été dévastateur. 1,4 million de morts, des régions entières détruites et une dette nationale qui avait été multipliée par 6. La France avait gagné la guerre, mais avait perdu toute une génération et une grande partie de sa vitalité économique. La victoire de 1918 créa une illusion dangereuse. La France semblait plus puissante que jamais. Elle avait la plus grande armée d'Europe, administrait des territoires allemands dans la Sarre, avait élargi son empire colonial avec les mandats de Syrie et du Liban et était devenu le partenaire principal des nouvelles nations d'Europe orientale. Paris était à nouveau le centre de la diplomatie mondiale, siège de la conférence de paix et cœur de la nouvelle société des nations. Les hommes d'État français comme Georges Clemenceau rêvaient d'une Europe réorganisée sous direction française, avec l'Allemagne définitivement affaiblie et la France comme puissance dominante du continent. Mais cette grandeur était en grande partie une illusion construite sur des fondements fragiles. La France avait gagné la guerre, mais le Royaume-Uni et surtout les États-Unis avaient financé une grande partie de l'effort de guerre. L'économie française dépendait maintenant des réparations allemandes et des prêts américains. Démographiquement, la France avait souffert plus que toute autre puissance. Sa population avait vieilli, son taux de natalité avait chuté et sa force de travail était décimée. Quand arriva la Grande Dépression de 1929, la France découvrit que sa force apparente était en réalité une faiblesse mortelle. La Seconde Guerre mondiale exposa brutalement les limitations du pouvoir français. La campagne de 1940 fut une humiliation nationale que peu avaient prévue. En seulement 6 semaines, l'armée qui se considérait comme la meilleure du monde fut complètement défaite par la Wehrmacht allemande. La chute de la France ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut un effondrement psychologique qui révéla que la France n'était plus la grande puissance qu'elle croyait être. L'occupation allemande, le régime collaborationniste de Vichy
et la division du pays en zones contrôlées montrèrent au monde que la France avait perdu son statut de puissance de premier ordre. Cependant, ce fut précisément dans ce moment d'humiliation maximale qu'émergea la figure qui restaurerait partiellement le prestige français, Charles de Gaulle. Son appel du 18 juin 1940 depuis Londres ne marqua pas seulement la naissance de la résistance française, mais représenta une revendication audacieuse du statut global de la France. De Gaulle comprit intuitivement que la France ne pourrait récupérer sa grandeur que si elle agissait comme une grande puissance, même quand elle ne l'était pas réellement. Son insistance à être traité comme égal par Roosevelt, Churchill et Staline, sa participation à l'occupation de l'Allemagne et son obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU furent des coups de maître diplomatiques qui restaurèrent la France comme acteur global de premier niveau. En février 1960, la France fit exploser sa première bombe atomique dans le désert du Sahara. Avec cette explosion, Charles de Gaulle ne convertissait pas seulement la France en quatrième puissance nucléaire du monde, mais envoyait un message clair. La France ne serait le partenaire mineur de personne, pas même des États-Unis. En pleine guerre froide, quand le monde semblait divisé irrévocablement entre Washington et Moscou, la France choisit un chemin différent. La politique de grandeur indépendante qui chercherait à restaurer son statut de superpuissance à travers l'indépendance stratégique et le leadership d'un monde alternatif. La stratégie gaulliste se basait sur une lecture brillante des nouvelles réalités géopolitiques. De Gaulle comprit que dans le monde bipolaire de la guerre froide, la France ne pouvait concurrencer directement avec les États-Unis ou l'Union soviétique, mais pouvait diriger les puissances intermédiaires et le monde en développement. Sa politique extérieure combinait le nationalisme français avec une vision multipolaire de l'ordre international. La France développa sa propre force nucléaire, force de frappe, se retira du commandement intégré de l'OTAN en 1966, établit des relations diplomatiques avec la Chine communiste avant les États-Unis et se positionna comme la voix de l'Europe face à la domination américaine. Le siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU devint la plateforme depuis laquelle De Gaulle et ses successeurs projetèrent une influence globale. La France utilisa son droit de veto pour bloquer les initiatives américaines et britanniques, particulièrement pendant la crise de Suez, 1956, et sur des questions liées à la décolonisation. Simultanément, la France développa une politique africaine indépendante qui lui permit de maintenir une influence significative dans ses anciennes colonies à travers le système de coopération connu sous le nom de France-Afrique. Ce réseau de relations politiques, économiques et militaires avec les pays africains donna à la France un pouvoir de projection globale qui rivalisait avec celui de puissances beaucoup plus grandes. L'intégration européenne devint un autre instrument de l'ambition française. Depuis le plan Schuman de 1950 jusqu'au traité de Rome de 1957, la France fut l'architecte principal du projet européen, mais toujours avec la vision que l'Europe serait dirigée par la France. De Gaulle opposa son veto à 2 reprises à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne, précisément parce qu'il comprenait que Londres agirait comme cheval de Troie de Washington. L'alliance franco-allemande, scellée par le traité de l'Élysée de 1963, fut conçue pour créer un axe continental qui équilibrerait le pouvoir anglo-saxon. Cependant, les limites du pouvoir français devinrent évidentes dans de multiples crises. La guerre d'Algérie 1954-1962 montra que la France ne pouvait maintenir son empire contre la volonté des peuples colonisés, peu importe combien sophistiquées étaient ses techniques militaires et politiques. Les événements de mai 1968 révélèrent des tensions internes profondes qui questionnaient le modèle gaulliste de développement. Les crises pétrolières des années 70 exposèrent la vulnérabilité énergétique française. Et graduellement, il devint clair que la France, malgré sa brillante diplomatie et sa politique nucléaire indépendante, restait une puissance de second ordre dans un monde dominé par les 2 superpuissances.
Après 3 siècles d'ambition, de guerre, de conquête et de diplomatie brillante, la question persiste. Pourquoi la France, qui fut si proche à tant d'occasions, n'a-t-elle jamais réussi à devenir la superpuissance dominante que ses dirigeants rêvaient? La réponse ne réside pas dans un seul facteur, mais dans une combinaison complexe de limitations géographiques, démographiques, économiques et, crucialement, dans la dynamique même du système international européen qui punissait systématiquement toute puissance qui menaçait de dominer le continent. La première limitation fut démographique. La France, qui au XVIIe siècle était le pays le plus peuplé d'Europe occidentale avec 20 millions d'habitants, vit comment son avantage s'érodait graduellement. En 1900, l'Allemagne avait 65 millions d'habitants contre 40 millions pour la France. Le Royaume-Uni et ses dominions dépassaient largement la population française. Ce désavantage démographique se traduisit directement en limitations militaires et économiques. La France n'avait simplement pas la masse humaine nécessaire pour soutenir une domination globale durable contre des coalitions de pays plus peuplés. La seconde limitation fut économique. La France ne développa jamais complètement son potentiel industriel de la façon dont le firent l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Son économie resta trop dépendante de l'agriculture, trop protégée de la concurrence internationale et trop focalisée sur le marché interne et colonial. Quand arrivèrent les grandes disruptions technologiques de la seconde révolution industrielle, la France s'adapta plus lentement que ses concurrents. Son PIB par habitant, qui au XVIIIe siècle était l'un des plus élevés du monde, commença à prendre du retard par rapport à celui de ses principaux rivaux. La troisième limitation fut géopolitique. La France souffrait de ce que nous pourrions appeler la malédiction de la puissance continentale dominante. Chaque fois que la France semblait être au bord de l'hégémonie européenne, se formait automatiquement une coalition internationale pour la contenir. Cela arriva contre Louis XIV, contre Napoléon, et serait arrivé à nouveau si la France avait réussi à dominer l'Europe après 1918. Le système westphalien d'équilibre des pouvoirs fonctionnait comme un mécanisme automatique anti-hégémonique qui empêchait toute puissance européenne de devenir une superpuissance globale. La quatrième limitation fut la concurrence impériale. La France construisit le deuxième empire colonial le plus grand de l'histoire, mais fut toujours en concurrence avec le Royaume-Uni, qui était arrivé en premier et avait occupé les territoires les plus précieux. Plus tard, elle dut aussi concurrencer avec les États-Unis et l'Allemagne. Le moment historique où la France aurait pu construire une hégémonie globale sans concurrence n'exista simplement jamais. Quand la France était forte, d'autres l'étaient aussi. Quand la France avait des opportunités, d'autres en avaient davantage. Finalement, la France souffrit de ce que nous pourrions appeler un mauvais timing historique. Ces moments de puissance maximale, Louis XIV, Napoléon, l'Empire colonial, ne coïncidèrent jamais avec des fenêtres d'opportunités géopolitiques réelles pour établir une hégémonie durable. Quand la France était plus forte que ses rivaux européens, elle n'avait pas la capacité de projection globale nécessaire. Quand elle développa des capacités globales, les États-Unis avaient déjà émergé comme superpuissance. La France arriva tard au jeu impérial, tôt au jeu nucléaire, et toujours au mauvais moment pour convertir son pouvoir relatif en hégémonie absolue. Sa tragédie ne fut pas le manque d'ambition ou de capacité, mais l'incapacité de synchroniser sa puissance maximale avec les opportunités historiques réelles pour exercer la domination globale. Paradoxalement, la France échoua à devenir une superpuissance politique, mais réussit quelque chose de peut-être plus durable. Elle devint une superpuissance culturelle dont l'influence transcende les frontières, les langues et les générations. Tandis que nous marchons dans les rues de n'importe quelle capitale mondiale, nous trouvons des traces françaises partout, dans les codes légaux basés sur le code Napoléon, dans les systèmes métriques qui organisent nos mesures, dans les idéaux démocratiques de liberté et d'égalité, dans l'architecture de nos villes, et même dans la façon dont nous comprenons des concepts comme les droits humains, la laïcité et la République. La France perdit la bataille pour la domination politique mondiale.
mais gagna une guerre plus subtile et permanente pour l'âme de la civilisation occidentale. L'héritage institutionnel français est véritablement extraordinaire. Le Code civil napoléonien, promulgué en 1804, devint le modèle pour les systèmes légaux de plus de 70 pays sur 5 continents. De la Louisiane au Japon, de l'Égypte à une grande partie de l'Amérique latine, les principes légaux français structurent la vie quotidienne de milliards de personnes. Le système métrique décimal, autre cadeau français au monde, est utilisé par tous les pays sauf 3. Les concepts français de séparation des pouvoirs, de laïcité de l'État et d'administration méritocratique se sont étendus globalement, devenant des composants essentiels de l'État moderne. Dans le domaine culturel, la France construisit ce que Joseph Nye appellerait des siècles plus tard le pouvoir doux, d'une manière qu'aucune autre nation n'a égalé. Paris reste considéré comme la capitale mondiale de la mode, de la gastronomie et des arts. La langue française, bien qu'elle ne soit plus la lingua franca de la diplomatie, maintient un prestige culturel unique. L'exception culturelle française, l'idée que la culture n'est pas une marchandise comme les autres, a influencé les politiques culturelles de dizaines de pays. Les festivals de cinéma de Cannes, les musées parisiens, la littérature française et même l'idée même de l'intellectuel public sont des exportations culturelles françaises qui ont façonné la civilisation globale. Le modèle français de diplomatie multilatérale laissa aussi une empreinte permanente sur l'ordre international. La France fut pionnière dans l'usage des organisations internationales comme instrument de pouvoir, depuis la Société des Nations jusqu'à l'ONU, depuis l'UNESCO jusqu'à l'Organisation internationale de la francophonie. Son insistance sur la multipolarité, sur le droit international et sur la résolution pacifique des conflits aida à créer des cadres institutionnels qui survécurent à la guerre froide et continuent de structurer les relations internationales du XXIe siècle. Mais peut-être l'héritage le plus important de la France soit-il d'avoir démontré que le pouvoir ne se mesure pas seulement en termes militaires ou économiques, mais aussi dans la capacité d'inspirer, de créer des modèles alternatifs et d'influencer la façon dont les autres pays pensent d'eux-mêmes et du monde. L'idée française, cette combinaison unique d'universalisme et de particularisme, de rationalisme et de passion, de grandeur nationale et d'idéaux humanitaires, reste une référence obligée pour tout pays qui aspire à influencer globalement sans devenir une puissance hégémonique. Dans un monde où la domination américaine fait face à des défis croissants, le modèle français de pouvoir alternatif devient de plus en plus pertinent et attractif. Serait-il possible que la France, après des siècles de tentatives ratées, soit finalement en train de trouver son moment dans un monde qui ne tolérera plus les superpuissances hégémoniques? Dans les premières décennies du XXIe siècle, tandis que les États-Unis font face aux défis de l'ascension chinoise et que le monde évolue vers un système multipolaire, la France semble avoir trouvé une nouvelle opportunité d'exercer une influence globale de manière que ses prédécesseurs n'auraient pu imaginer. Il ne s'agit plus de conquérir des territoires ou de dominer militairement, mais de diriger, à travers l'exemple, la diplomatie intelligente et la capacité unique française d'articuler des alternatives à l'ordre établi. Emmanuel Macron, le président le plus jeune de l'histoire de France, a reformulé l'ambition française pour le XXIe siècle avec une audace qui rappelle De Gaulle. Son concept de souveraineté européenne, sa critique ouverte de l'exceptionnalisme américain, sa diplomatie directe avec la Russie et la Chine et son leadership sur des questions comme le changement climatique et la régulation technologique représentent une nouvelle version de l'ambition traditionnelle française de créer un ordre mondial alternatif. La France, sous Macron, ne cherche pas à être une superpuissance au sens classique, mais à devenir l'architecte d'un ordre multipolaire où les puissances moyennes aient leur propre voix. Les avantages français dans ce nouveau contexte sont considérables. La France a la 5e économie mondiale et la 2e d'Europe.
une capacité militaire expéditionnaire unique parmi les puissances européennes, une technologie nucléaire civile et militaire avancée et un réseau diplomatique global qui rivalise avec celui des Américains. Son industrie aérospatiale concurrence directement avec l'américaine, son secteur nucléaire est leader mondial et ses entreprises multinationales opèrent sur tous les continents. Plus importante encore, la France maintient des relations privilégiées avec l'Afrique, une région qui sera fondamentale au XXIe siècle en raison de sa croissance démographique et économique. Dans le contexte de l'Union européenne, la France a trouvé la plateforme parfaite pour multiplier son influence. Le moteur franco-allemand reste le centre de gravité de l'intégration européenne et la France utilise brillamment les institutions européennes pour projeter un pouvoir global. La politique agricole commune protège les agriculteurs français. La politique commerciale européenne reflète les priorités françaises et l'autonomie stratégique européenne émergente est en grande partie une création conceptuelle française. À travers l'Europe, la France peut concurrencer avec les États-Unis et la Chine de manière qui serait impossible en agissant seule. Les défis, cependant, sont formidables. Intérieurement, la France fait face à des problèmes d'intégration sociale, de déclin démographique relatif et de compétitivité économique qui limitent sa capacité de projection globale. Extérieurement, elle doit naviguer entre l'ascension de la Chine, l'imprévisibilité américaine, l'agressivité russe et les ambitions allemandes au sein de l'Europe. Son influence en Afrique est mise au défi par la Chine, la Turquie et d'autres acteurs émergents. Son modèle social et économique fait face à des pressions croissantes de la mondialisation et de la concurrence internationale. Cependant, la France du XXIe siècle possède quelque chose qu'aucune des versions précédentes n'eut. Une compréhension sophistiquée que le pouvoir dans le monde moderne ne s'exerce pas principalement à travers la domination, mais à travers la capacité d'établir des règles, de créer des coalitions et d'offrir des modèles alternatifs attractifs. La France ne rêve plus de conquérir le monde. Elle rêve d'aider à l'organiser d'une manière qui reflète ses valeurs et ses intérêts. Dans un monde fatigué des hégémonies et anxieux d'alternatives, ceci pourrait être finalement l'opportunité que la France attend depuis 3 siècles.